Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du 5 septembre 2019. Tout de suite les titres. C'est ce jeudi 5 septembre qu'ont démarré les journées de l'orientation des nouveaux bacheliers pour l'année 2019. Cette quatrième édition se tient du 5 au 7 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le point sur cette cérémonie d'ouverture dès le début de cette édition. Les inscriptions secondaires pour la rentrée académique 2019-2020. Quelle est la situation dans la plupart des établissements scolaires? Nos reporters ont rencontré des parents d'élèves, comme vous le verrez dans le reportage que nous vous proposerons, toujours dans la première partie de ce journal. Le métier de tatoueur à Abidjan est-il rentable? Quelle est la réalité du terrain pour ses pratiquants? Une enquête a été menée par nos reporters dans le dossier entrepreneuriat. Rendez-vous est donc pris en fin d'édition. Merci donc de nous suivre. Je vous le disais en début des titres, la quatrième édition des journées d'orientation des nouveaux bacheliers a été lancée ce jeudi 5 novembre à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des milliers de bacheliers et de responsables d'établissements d'enseignement supérieur étaient présents à ce rendez-vous, comme le témoigne ici ce reportage signé Leslie Beda et Rebecca Tro. C'est avec engouement et enthousiasme que les nouveaux bacheliers affluent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce jeudi 5 septembre 2019 dans le cadre de la 10e édition du JOB, journée de l'orientation du nouveau bachelier. Avec pour thème, quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité? Ce sont au total 160 établissements repartis par stand qui affichaient à cet événement prévu pour se tenir du 5 au 7 septembre 2019. Selon le président du comité d'organisation, Ndien Aka, les jobs visent à orienter, informer et guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière et établissement. Mais cet événement répond à des séances d'information pour les nouveaux bacheliers, pour les guider dans leur choix. Vous voyez, il y a à peu près 160 stands qui représentent 160 écoles et universités qui viennent présenter aux étudiants les offres de formation qu'ils ont. Dans les différents stands des écoles privées et publiques, l'affluence était perspective. Une aubaine pour les établissements qui espèrent cette année encore capitaliser ces journées pour captiver le maximum d'étudiants. Je suis là pour présenter l'école qui est déjà fonctionnaire, ça fait 1 an à Abidjan. Donc ISIS, c'est comme vous avez mentionné, ce sont les lettres abréviées, c'est l'Institut supérieur d'ingénierie et de santé. On forme dans beaucoup de domaines de santé, ainsi que domaine d'ingénierie. Dans le santé, on forme en hygiène, secrétariat médical documentaliste, génie biomédical et effectivement l'imagerie médicale et instrumentation. Le bac en poche. Le choix des filières et les établissements d'orientation se présentent comme un nouveau défi pour les nouveaux bacheliers. Pour certains, c'est un acquis. Comme pour d'autres, le choix est encore incertain. Bon, je suis venu parce que ici, je vois que je peux avoir d'énormes perspectives de débauche. C'est-à-dire que ici, je peux reprendre toutes les informations qui peuvent me permettre d'acquérir un savoir certain, afin de rentrer plus facilement dans la vie active. Bon, pour le moment, vu que j'ai le bac A2, on m'a proposé le droit. Je trouve qu'il faut encourager ce genre de choses parce que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Entre autres personnalités du monde académique présentes à cette cérémonie, des responsables d'établissement et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, M. Abou Karamoko, qui ont salué une initiative qui suscite un intérêt croissant dans la communauté éducative. Cette organisation, d'abord il faut préciser que les journées de l'orientation du bachelier, c'est-à-dire job, comme son nom l'indique, c'est pour orienter, informer et mettre les bacheliers à l'aise pour qu'ils choisissent des formations adaptées à leur disposition intellectuelle. Notons que la journée de l'orientation du nouveau bachelier bénéficie de l'appui et de l'encadrement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Toujours dans la page académique, nous revenons sur cette décision du ministère ivoirien de l'Éducation nationale. Désormais, les frais de COGES devront être payés en ligne par les parents d'élèves à raison de 3 000 francs CFA pour le primaire et 5 000 francs CFA pour le secondaire.
Cette collecte de fonds vise, selon le ministère, à assurer l'équipement des établissements publics et en table-banc et le recrutement des 10 300 enseignants pour la nouvelle année scolaire. Une transition maintenant avec ce extrait de l'émission Manager Modèle avec Cherita Eouman. L'invité qu'elle recevait sur son plateau était M. Seri Parfait, ex-directeur général du groupe École d'ingénieurs HETEC Abidjan. Un entretien au cours duquel l'invité a levé le coin de voile sur son parcours suivant. Alors, Monsieur Seri, nous allons poursuivre cet échange et nous allons vous demander quelque chose. C'est de savoir quelles sont les qualités, selon vous, qui ont poussé vos responsables à vous nommer. Alors, merci pour cette question piège, parce que, bon, je ne sais pas, ce sont mes responsables qui m'ont désigné, qui sont les seules personnes bien placées pour savoir ce qui les a amenés à me choisir. Mais bon, enfin, je veux dire, en matière professionnelle, peut-être que je me connais, peut-être donc je sais ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que c'est ce qui les a guidés à me choisir? Je ne sais pas. Mais sinon, je sais que j'ai la bonne ou mauvaise habitude de travailler sans calculer ni le temps, ni ce que je reçois en contrepartie du travail que je fais. Mais pour moi, ce qui me guide, c'est de bien faire ce qu'on me demande de faire. Ou alors je ne fais pas, ou alors je le fais et je le fais bien. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure, quand je suis arrivé à GTL en tant qu'enseignant, je ne connaissais même pas la route de la salle des profs. Mon problème, c'était de rentrer chaque jour à l'école, de faire le cours aux étudiants, de me rassurer qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont bien compris. S'ils n'ont pas compris, je suis tout le temps avec eux dans les couloirs de l'établissement pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris dans les classes. Donc, peut-être ça a amené les étudiants à trouver un enseignant disponible, donc peut-être à parler de moi à mes responsables qui ont cherché à me connaître. Quand ils m'ont confié aussi des responsabilités, j'ai toujours travaillé sans calculer le temps, sans savoir ce qui m'était réellement. Est-ce que ce que j'ai fait comme travail correspond à ce qui m'est payé? Pour moi, ce n'était pas le plus important. C'était de satisfaire ceux qui ont accepté de me faire confiance. Parce que aussi, le fait de te désigner comme un responsable et de te nommer, c'est une marque de confiance. Et je pense que les gens attendent quelque chose de toi. Donc, ce qu'ils attendent, cette chose qu'ils attendent de toi, c'est de répondre à leurs attentes. Alors, je me dis, quand tu réponds à leurs attentes, au moins, ils ont le sentiment de n'avoir pas fait le mauvais choix. Ça, c'est déjà bon. Et toi-même, quand tu es heureux dans ton... Pour moi, par principe, quand je fais le travail, que je le fais bien, que je sens que j'ai fait bouger quelque chose d'un niveau A à un niveau A plus 1, pour moi, c'est un motif de satisfaction, c'est un motif de motivation. Et surtout quand les gens qui sont à côté de toi, ceux qui sont susceptibles de te parler facilement, pas peut-être tes supérieurs, mais ceux qui sont amenés à te parler facilement te disent que c'est bien fait, et t'encouragent, te félicitent, tout ça. Donc ça, j'ai toujours travaillé dans une logique de ce que tout doit être bien fait. Et surtout que l'activité qui a été choisie, c'est une activité de formation et on a la chance de nous retrouver en bout de ligne dans le processus de formation des jeunes gens. Je veux dire, l'enfant commence son école à la maternelle, après il fait l'école primaire, le collège, le lycée, il se retrouve au niveau de l'enseignement supérieur, de là il va aller travailler. Donc le rôle que vous allez jouer est un rôle déterminant dans sa carrière et dans sa vie professionnelle, même souvent même dans sa vie familiale. Parce que l'éducation que vous allez lui donner, les conseils que vous allez lui donner, l'exemple que vous allez lui donner, les exemples que vous allez donner vont conditionner souvent ces manières de faire dans la vie de tous les jours. Alors donc, pour que tu puisses leur dire d'avoir le goût du travail à ces jeunes gens, il faut que toi-même tu leur montres la preuve qu'il y a un goût du travail quelque part. Bon, et puis guidé par le fait qu'il faut bien faire ce que les gens te demandent de faire. En même temps, souvent j'ai la mauvaise habitude de dire aux gens pour que le meilleur directeur général en réalité, les gens qui nous voient ont le sentiment que nous sommes les décideurs, et c'est vrai, nous sommes les décideurs. Mais en réalité, dans une entreprise bien organisée, un directeur général au-dessus de lui, soit un conseil d'administration, soit des fondateurs, comme dans notre cas. Et ceux-là, ils ont une politique, ils ont une stratégie qu'ils te donnent, ils ont une orientation qu'ils te donnent. Et c'est cette orientation que tu dois implémenter au niveau de l'institution que tu diriges. Et tu dois bien l'implémenter. Donc, tu es un bon exécutant, si on veut aller dans ce sens. La seule attitude que tu as, c'est de pouvoir trouver les moyens propres à toi pour que tu puisses exécuter et mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Mais en même temps, le mettre en pratique sans contrarier tes collaborateurs, sans contrarier les jeunes étudiants qui sont là. Il faut pouvoir leur expliquer, il faut les associer à la prise de décision, il faut leur donner le sentiment que la décision qui est prise, ce ne vient pas de toi seul, même si ça vient des patrons, mais il faut argumenter pour que tout le monde rentre dedans. Et quand tout le monde a compris
et que tout le monde est dans la même logique, que les gens vont dans le même sens que toi, bon, tu es le directeur général le plus à l'aise. Parce que tout le monde, sans toi, les gens travaillent. C'est comme ça que même hors du pays, où je vais souvent régulièrement en mission sur les autres campus, je suis tranquille parce que je sais que le travail s'est fait au niveau d'Abidjan. Dans le sud-ouest du Burkina Faso devrait connaître une bonne saison agricole grâce à l'appui technique des structures étatiques qui profitent de la pluviométrie abondante de cette année, ont équipé les producteurs en produits d'engrais et autres pesticides. Les détails dans cet élément de la rédaction de la télévision burkinabé. Ousmane Traoré fait partie des producteurs modèles ici, dans la commune de Karangasso-Sambla. Cette année, il a emblavé 10 hectares et demi de coton, 4 hectares de sorgho et 3 de maïs. Actuellement, la physionomie des champs est bonne. Le coton, le maïs et le sorgho évoluent bien. Le souhait est que la pluie atteigne fin octobre. Cette bonne physionomie des plantes, il la doit surtout aux encadreurs qui n'ont cessé de lui prodiguer des conseils pour la réussite de la campagne. Nous bénéficions des conseils des encadreurs. Ils nous ont conseillé d'utiliser la fumure organique et la bouse des animaux comme fertilisant. Comme j'ai des bœufs, j'ai ramassé de la bouse pour épandre dans mon champ. On voit que c'est d'abord un producteur modèle qui bénéficie des appuis techniques des services techniques. Voilà, c'est-à-dire le respect des itinéraires techniques de la phase du semis jusqu'à la maturité. Un autre domaine agricole situé à environ 80 km de la commune de Karangasso-Sambla. Koro, un village rattaché à la commune de Bobo-Doulasso. Un homme, Bourema Ouattara, malgré son handicap physique, exploite environ 40 hectares de cultures vivrières, toutes spéculations confondues. J'ai 17 personnes qui me aident chaque 6 mois, chaque année. Avec mes familles aussi, nous sommes 9 personnes qui peuvent travailler, plus les 17 personnes. Bon, donc, on peut entretenir nos champs très bien avec des herbicides aussi. On a des tracteurs. Les chenilles légionnaires n'ont pas pu gâter dans notre champ. Entre-temps, on commençait à sentir leur présence. Nous avons tout de suite administré des produits et tout est réglé. Pour aider les producteurs à atteindre leurs objectifs, le gouvernement a pris plusieurs mesures salvatrices pour le compte de la campagne en cours. Avec le problème de la chenille légionnaire que nous avons, l'État a disponibilisé près de 5400 litres de produits dans notre région et ces produits sont déjà dans nos régions et c'est venu à temps. Cette année, l'État a mis 806 tonnes de semences tout confondues à la disposition des producteurs. Et ces semences sont vraiment venues à temps. Et cette année, exceptionnellement, la région des Hauts-Bassins, nous avons reçu 2039 tonnes d'engrais. Un appui qui devrait booster la production agricole. Et cette année, la situation n'est pas alarmante de l'avis des techniciens. Si la pluie se poursuit, les Hauts-Bassins devraient atteindre environ 1 065 000 tonnes de production en céréales, malgré l'hétérogénéité entre les spéculations. Hypermarché virtuel sur lequel on peut s'approvisionner de tout type de marchandises disponibles sur le marché. C'est le pari qui est en train de réussir Sodishop, une plateforme de e-commerce au Mali, active depuis novembre 2018, mais qui a déjà réalisé un chiffre d'affaires de 422 millions de francs CFA. Entretien avec son fondateur, Africa 24. Au Mali, ils sont 2 500 000 d'internautes sur les 18 millions de personnes que compte le pays. De plus en plus de Maliens utilisent l'Internet pour communiquer et échanger. Si certains en font un passe-temps, d'autres en ont fait une opportunité. C'est le cas de Boubacar Biro Baldé qui a créé un hypermarché virtuel qui démarche, vend et livre à des clients dans tout le Mali et des pays voisins. Nous cherchons à être proches du client. Et nous cherchons à renforcer notre réseau de collaborateurs à travers le Mali. Notre objectif, c'est de vendre tout ce qu'on peut trouver sur le marché, sur la plateforme Sodishop, de telle sorte que chacun puisse faire ses courses facilement en ligne sur la plateforme Sodishop sans pouvoir se déplacer pour aller au marché.
Depuis sa création en novembre 2018, SoduShop cumule avec ses fournisseurs un achat en ligne de 715 000 $, soit l'équivalent de 422 millions de francs CFA. Avec 300 fournisseurs actifs, l'entreprise livre des commandes à plus de 100 clients par jour. L'avantage pour nous les fournisseurs, c'est qu'ils prennent beaucoup de nos produits. Le client aussi trouve son compte car il ne se déplace pas. Son produit est livré à domicile et c'est très important. Pour rendre utiles les réseaux sociaux pour les jeunes, la start-up malienne entend lancer un hub de 500 SoduShoppers qui pourront vendre les produits de la boutique en ligne moyennant une commission. Au Bénin, l'association des jeunes pour la promotion de l'OHADA vient de procéder en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin au lancement du programme de réduction des frais de scolarité pour les anciens et les nouveaux étudiants dans les établissements supérieurs du privé et du public. L'objectif de cette initiative est de faciliter l'accès à la formation pour tous, pour tout un plus grand nombre d'étudiants. On est toujours avec Africa 24. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'Association nationale des jeunes pour la promotion de l'OHADA œuvre pour l'accès à l'éducation au Bénin. En partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, elle a initié un programme de réduction des frais de scolarité aux étudiants des universités privées autorisées ou agréées pour le compte de la rentrée académique 2019-2020. Il y a des gens qui ont la volonté, vous constatez qu'ils ont la volonté, mais que les moyens manquent. Et en dépit de l'effort colossal du gouvernement, il y a des problèmes qui subsistent et je pense que la fêtière des communes, l'Association nationale des communes du Bénin se doit de répondre à ces sollicitations-là. Et nous avons travaillé avec les promoteurs, les fondés que je voudrais remercier au passage, qui ont accepté de réduire de 50% l'écolage pour nos frères, pour nos jeunes frères. Le programme de bourse d'études vise entre autres à réduire de 50% les frais de scolarité des nouveaux bacheliers et anciens étudiants et offrir des formations adéquates au profit des apprenants ressortissants des communes du Bénin. C'est une grande marque de confiance. Ce que nous gagnons dans ça, c'est de pouvoir éduquer la jeunesse, c'est d'être plus proche de la jeunesse et de pouvoir donner à cette jeunesse un enseignement de qualité à travers les offres de formation que nous avons. L'association fêtière des communes du Bénin et l'ONG ANJP OHADA Bénin entendent s'investir dans le secteur éducatif afin d'assurer le suivi des meilleurs étudiants bénéficiaires de cette bourse d'études. Rappelons qu'une trentaine d'universités privées a été agréée dans le pays pour le compte de l'année 2019-2020. Le lundi 26 août dernier, le ministère ivoirien de l'Éducation nationale annonçait le début des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020. Plus d'une semaine après, quelle est l'ambiance qui prévaut dans les établissements secondaires? Comment les parents d'élèves abordent-ils cette nouvelle rentrée des classes? On suit le compte-rendu de nos reporters Sidibé Maïssa et Christian Ago. Seulement quelques mois après les vacances, il est déjà l'heure de repenser à la rentrée des classes. Une période bien sensible pour les parents d'élèves et pour l'ensemble du système éducatif en Côte d'Ivoire. Pour ce début de mois de septembre 2019, ils ne sont pas très nombreux ces parents à faire le pied de grue devant les établissements scolaires pour les inscriptions de leurs enfants. Généralement, à cette période, ils se donnent encore du temps. Quelques semaines supplémentaires pour en finir avec les dépenses régulières ou autres projets avant de se donner des moyens pour évacuer ce stress. Bon, à la question de savoir comment on appréhende cette rentrée scolaire, il faut dire que c'est vrai que chaque fois ça surprend, mais on est plus ou moins préparé. C'est un peu compliqué, mais c'est une obligation, c'est une mission en tant que parent et il faut le faire. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est un peu cher. Voilà. Après l'inscription en ligne, on nous demande de payer une certaine somme et tout, mais nous sommes dans l'obligation de le faire, on le fera. Voilà, sans haute forme. Les fournitures scolaires sont assez coûteuses. Les frais de scolarité pas toujours évidents à assumer, surtout pour ceux dont la progéniture est plurielle, et ceux-là, les responsables d'établissements en sont conscients, bien qu'ils étaient hésitants à s'exprimer à notre micro pour diverses contraintes. Depuis l'avènement de la crise économique en début 1990, les Ivoiriens sont habitués au calcul. Des calculs parfois interminables, surtout quand il s'agit d'affronter des étapes aussi délicates et incontournables de la rentrée scolaire.
Une situation que les élèves eux-mêmes, en tout cas pour certains, appréhendent avec responsabilité, usant même de stratagèmes pour soulager à leur manière les efforts des parents. Je suis en classe de première A au lycée moderne Cocody Hongrie. On prépare la rentrée très bien, seulement que les tarifs sont un peu trop. Les parents n'arrivent pas à préparer tout pour la rentrée, donc on est obligé de serrer les coudes pour que ça se passe bien. Ce schéma, il en est absolument caractéristique des rentrées scolaires en Côte d'Ivoire. Et sans doute qu'au plus tard, en début novembre, les bureaux d'inscription seront débordés par l'affluence. Et le Nigeria qui sort du top 5 des premiers pays producteurs de gaz naturel liquéfié au monde. Selon un classement publié ce mercredi 4 septembre par l'agence de presse britannique Reuters, le géant africain est désormais surclassé par les USA et la Malaisie, dont le volume de production a nettement augmenté ces dernières années. Ouverture ce mercredi 4 septembre de la 28e édition du Forum économique mondial consacré à l'Afrique à Cape Town en Afrique du Sud. Plus d'1 millier de dirigeants et de décideurs du continent étaient réunis pour discuter des moyens de booster la croissance inclusive pour améliorer l'industrialisation des États. Les participants ont notamment mis l'accent sur l'intégration comme facteur de développement entre les peuples. C'est un reportage d'Africa News. Les leaders africains plaident pour une intégration et une coopération plus accrues. C'est l'appel lancé à l'ouverture mercredi du Forum économique mondial sur l'Afrique à Cape Town en Afrique du Sud. 2 points stratégiques qui, selon les dirigeants du continent, pourraient permettre de réduire les conflits, mais également booster l'économie de l'Afrique. Ce n'est pas seulement dans un seul pays, mais aussi dans la région. Nous devons parler d'intégration pour que la mentalité du « c'est à moi et ça s'arrête là » soit supprimée. Nous devons nous éloigner du concept passé des communautés séparées. Nous devons discuter du contrat social entre les dirigeants politiques de ce continent et les citoyens. Parce que nous avons un contrat social rompu. Et c'est pourquoi, au lieu qu'il y ait une conversation, nous avons des conflits et des frictions. Et il est temps de changer ça. La 21e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique se tient alors que l'Afrique du Sud est confrontée à une vague de violences xénophobes depuis dimanche. Ce qui a poussé la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Malawi à se retirer de la rencontre en guise de protestation. Prend la direction de l'Éthiopie où des applications mobiles de taxi commencent à émerger. Dans un marché fortement conservateur, ces startups créées pour les premières il y a de cela 5 ans se positionnent comme de véritables concurrents pour les transports traditionnels. Le potentiel est réel, l'Éthiopie compte près de 115 millions d'habitants, ce qui représente une aubaine d'investissement majeure pour les propriétaires de ces entreprises qui ont mis sur pied un centre d'appel commun à Addis Abeba dans le but de créer une synergie d'action. Brevet d'études premier cycle, équivalent du diplôme national du brevet français. Et comment est-ce que les grands publics appréhendent l'utilité de ce diplôme intermédiaire? À quoi sert donc le BEPC? C'est à cette question que quelques personnes rencontrées à Abidjan ont tenté de répondre au micro de nos reporters. D'après les informations que j'ai, on m'a dit que le BEPC permet aussi d'aller passer des concours pour être instituteur. En tout cas, c'est quelque chose d'important qui permet d'avancer. Si tu n'as pas le BPC, que tu vas avoir le bac, c'est essentiel en fait. Bon, ben, en notre temps, dans les années 80, le BPC était un diplôme vraiment très valorisant. Avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez entrer dans beaucoup de filières, et avoir même une qualification professionnelle diplômante. Mais aujourd'hui, avec d'autres niveaux plus élevés de diplômes tels que bon, la licence, le bac, la licence, et ainsi de suite, le master et autres. Mais de toute façon, le BPC reste et demeure un diplôme de valeur. Parce qu'aujourd'hui, avec le BPC, même ceux qui ont la licence, qui viennent passer le concours au niveau du BPC, mais ceux qui ont encore le BPC continuent à passer jusqu'au même concours. Quitte à ce que chacun puisse avoir sa chance. Voilà, le BPC reste encore un diplôme de valeur. Je dirais que le BPC, c'est un diplôme qui est favorable pour certains concours. Le BPC n'est pas un diplôme à proscrire. Je voulais dire que
Le BPC aussi sert à présenter des concours comme par exemple la gendarmerie, la police, etc. Donc ce n'est pas un diplôme à bannir. Voilà, ça a son utilité, il a son utilité en Côte d'Ivoire. Donc je pense bien qu'il est nécessaire d'encourager tous ceux qui ont le BPC et de leur donner une chance, voilà, dans la société. Je vous propose à présent de suivre cet élément sur le diplôme national de brevet en France, des explications pertinentes pour vous permettre de mieux comprendre l'utilité de ce diplôme qui revêt d'autres applications. C'est le doc de cette édition. À quoi sert le brevet des collèges? En fin de troisième, tous les élèves en France passent le DNB, le diplôme national du brevet des collèges. Cette évaluation n'est pas éliminatoire, on peut rater son brevet et passer quand même au lycée. Le but est de tester les connaissances acquises pendant toute la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Pour les élèves, c'est aussi le premier grand examen, celui qui fait rentrer dans la cour des grands. Car le brevet, c'est 2 jours d'épreuve très sérieux. Convocation obligatoire, portable interdit et table individuelle réservée à chaque candidat, pour éviter la triche. Au programme, épreuves de français, de maths, de sciences, d'histoire géo et d'enseignement moral et civique, sans oublier un exposé oral. Mais le brevet ne se résume pas à ces 2 jours qui font tant stresser les troisièmes. Pour obtenir son diplôme, un élève doit aussi totaliser un certain nombre de points lors du contrôle continu effectué dans différentes disciplines. Pour cela, ses professeurs doivent attester qu'il a acquis des connaissances et des savoir-faire précis. Par exemple, connaître les nombres décimaux, s'exprimer dans une langue étrangère ou être capable de travailler en groupe. En 2016, près de 9 candidats sur 10 ont obtenu leur brevet. Alors, pas de panique, et finalement, rien de mieux que le passage d'un diplôme pour se motiver à travailler régulièrement et sérieusement. Des tatouages en tout genre, il n'est pas compliqué sans faire à Abidjan. Ils sont nombreux, ces jeunes hommes ou dames à avoir osé sans grands moyens d'ailleurs. Et aujourd'hui, le résultat est là. La persévérance, cette endurance, cette détermination des débuts n'a pas menti. Reportage. On en parlerait comme l'un des nombreux métiers de la débrouillardise. Mais force est de reconnaître que le tatouage à Abidjan est une activité de plus en plus rentable. En tout cas, pour ceux qui arrivent à convaincre de la pertinence de leur talent. Ils sont nombreux, comme ici au marché d'Adjamé Forum, à s'être lancés dans cette activité sans grands moyens, avec presque rien, sinon un savoir-faire qu'ils auront réussi à acquérir au bout de quelques années auprès d'experts qui les ont initiés au domaine. En tout cas, ça prend l'argent. Tu as 50 000, tu as 100 000, tu peux commencer avec. Donc ça dépend de ce que toi tu vas acheter. Ils demandent beaucoup à 20 jours. Ils aiment ça beaucoup. Et puis les directs, naturels aussi, les clients aiment ça beaucoup. Aujourd'hui, l'activité tourne à plein régime. Bien sûr, le calcul des gains se fait à un rythme journalier en fonction de l'affluence de la clientèle, mais dans l'ensemble, les revenus sont non négligeables puisque dans la capitale économique ivoirienne, les candidats au tatouage deviennent de plus en plus nombreux et recherchent naturellement le moins cher en termes de prestations. En fait, ce 2 jours, comme il n'y a pas les fêtes, ça ne marche pas actuellement un peu quoi. Donc en fait, on est là un peu, tu vois. Donc c'est ça qui est là. Ouais, en fait, on peut dire ça. Donc c'est ça pour le moment, c'est ça. Souvent aussi les samedis, les dimanches, comme les filles aiment les week-ends souvent, ils viennent faire aussi. Donc on travaille entre samedi et puis dimanche, surtout le vendredi aussi. Moi j'ai commencé avec 10 000. Pour pallier au déficit éventuel de clients, elles associent généralement au tatouage les soins de beauté. Une technique pour éviter de se retrouver coincé, ce qui n'est pas souvent le cas chez les hommes qui pratiquent ce métier de tatoueur. À l'instar d'Ouma, qui s'est spécialisé depuis près de 20 ans et qui, en dépit des caprices que peuvent parfois présenter ce marché, ne regrette pas aujourd'hui. J'ai commencé à tatouer, ça fait très longtemps, depuis Makori. Je me rappelle bien 2000, 2001, 2099. Je me rappelle bien, à ce moment, on n'avait pas un coin précis. On n'avait pas un coin précis. On tatouait certaines personnes pour apprendre plus. Surtout zone 4. On a passé dans beaucoup de coins. J'ai fait beaucoup de voyages aussi. J'aime bien mon travail, en fait. Tu vois, j'aime bien mon travail. Et puis, je le prends au sérieux.
Bon, quand on dit un tatoueur, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est l'hygiène surtout. Hein. L'hygiène. Les aiguilles doivent bien stériliser. Voilà, tu dois prendre soin des gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui sait qu'on change les aiguilles. De toute évidence, l'idée de faire carrière dans ce métier est loin d'être hasardeuse dans le contexte social ivoirien. Grâce à un environnement économique fortement dominé par l'informel, les entrepreneurs de ce secteur d'activité peuvent encore miser essentiellement sur le savoir-faire pour évoluer à leur propre compte. Mais il est clair de reconnaître qu'avec un encadrement plus professionnalisé, marqué par un financement de l'activité dont la soutenabilité ne fait aucun doute, le tatouage pourrait constituer un circuit d'insertion socio-professionnelle adapté au marché local avec l'institution de filières qualifiantes de sorte à accentuer les efforts d'autonomisation de la jeunesse. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur les taux de change du franc CFA. Merci à toute l'équipe de rédaction de ce journal, merci à toute l'équipe de rédaction, merci à vous, les téléspectateurs qui nous avez suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV.